Bien, alors évidemment, avant de commencer à vous parler de ce sujet assez grave quand même, je voudrais remercier bien sûr mon ami et proche Romain Taton pour son invitation, aussi toute l'organisation du GNCRA, et puis surtout je suis très fière, vraiment très très fière de vous parler de ce sujet, le MDR, un levier thérapeutique pour l'accompagnement des personnes TSA qui ont été victimes et qui sont victimes de violences sexuelles. C'est vraiment là-dessus que je vais axer aujourd'hui, mais je répondrai à toutes vos questions sur les psychotraumas. Et vous m'entendez bien ? Je vais faire un truc comme ça plutôt. Voilà. Et voilà, je pense que c'est la première fois qu'on aborde le sujet du psychotraumatisme et des violences sexuelles dans un colloque, un congrès sur l'autisme d'une telle importance. Vous voyez à quel point on est en retard pour prendre en considération ce sujet, en fait. Donc vraiment, c'est un grand honneur pour moi de vous faire cette présentation. Alors, je ne vous demande pas de vous lever, fermer les yeux, lever les bras et tout, mais qui connaît le MDR déjà ? Le nom ? Ah bah super, chouette. Bon, ok. Donc, c'est rassurant. Donc, la thérapie EMDR, je vais la présenter évidemment. Hein. Puis après, je vais vous parler plus spécifiquement de la thérapie auprès des personnes TSA. C'est le nom en anglais, hein, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. D'accord. On dit aussi intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, pour simplifier, ou EMDR. Eh bien, c'est une thérapie qui est de plus en plus utilisée pour traiter les problèmes de santé mentale, et en particulier traiter les problèmes de santé mentale de toutes les personnes, et donc bien sûr des personnes TSA. C'est une thérapie qui est reconnue dans le traitement du trouble du stress post-traumatique. Donc, je vais bien vous parler, je vais même vous décrire les symptômes du stress post-traumatique tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important, puisque c'est relativement nouveau dans la littérature et dans les classifications internationales qu'on ait enfin accès à un diagnostic spécifique. Donc, le trouble du stress post-traumatique que je vais nommer dans mes diapos des fois TSPT. D'accord ? Donc là, on est à la pointe. Et donc, une thérapie reconnue par l'OMS, l'INSERM et la Haute Autorité de Santé. D'accord ? Donc, c'est une thérapie recommandée. Les thérapeutes EMDR vont quand même avoir à s'adapter aux personnes TSA, parce que vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, on ne peut pas dérouler des protocoles EMDR classiquement quand on a affaire à des personnes TSA qui présentent des particularités. D'accord ? Ce n'est pas toujours le cas. Moi, de mon expérience, je peux adapter les protocoles, comme je peux aussi utiliser les protocoles classiques EMDR et qui fonctionnent extrêmement bien, en tout cas avec ma patientèle. Voilà, donc il y a quand même nécessité, et moi je milite beaucoup dans l'association EMDR Europe pour vraiment qu'on s'intéresse aux particularités de l'autisme et en particulier aux particularités sensorielles pour le traitement EMDR. Alors cette petite dame-là, je vous fais de l'historique, hein, parce que pour une fois qu'on parle de MDR, c'est Francine Shapiro, qui est la créatrice de l'EMDR, d'accord, et qui explique, et ça c'est vraiment la base du concept EMDR, que tous les êtres humains ont la capacité de guérir naturellement, d'accord, vous, moi, tout le monde, la plupart du temps, quand il nous arrive des événements traumatiques ou négatifs dans notre vie, on a des moments difficiles, on peut présenter des états de stress. Nous n'oublions pas que les états de stress sont des états adaptatifs, d'accord ? Donc, bien souvent, heureusement, on guérit naturellement. D'accord ? Notre cerveau, notre corps, notre entourage, etc., vont nous aider à surmonter des traumas. D'accord ? Et heureusement qu'on ne développe pas tous des stress post-traumatiques quand on a des traumas. D'accord ? Mais effectivement, il y a des événements indésirables qui peuvent survenir, et d'ailleurs, chacun les siens. D'accord ? On peut même en vivre ensemble des traumas et pas développer les mêmes symptômes. D'accord ? Et ceux-là ne guérissent pas naturellement. Donc, le MDR est une des thérapies qui va pouvoir aider à la résolution des psychotraumas. Alors, la base théorique de l'EMDR, c'est que des expériences indésirables sont stockées. Je ne vais pas te faire de neurobio sur le MDR, mais là, au prochain congrès, je viendrai faire de la neurobio sur le MDR, j'espère. Les expériences indésirables sont stockées sans traitement adaptatif, hein, dans le cerveau.
en particulier dans la partie la plus archaïque du cerveau. Et du coup, les personnes vont traiter des images, des pensées, des émotions, des sensations de manière inadaptée. D'accord ? Ces éléments qui sont mal stockés, si je puis dire, on va essayer de faire court, sont responsables de symptômes et de symptômes de psychotrauma. OK ? Alors, je ne me suis pas présentée, je le fais maintenant parce que ça me paraissait important de mettre en avant le sujet. Donc moi, je suis praticienne EMDR depuis un petit bout de temps maintenant. Je reçois depuis plus de 15 ans des patients TSA à mon cabinet en lien avec des psychotraumas. Et puis, comme je travaille beaucoup avec des personnes TSA par ailleurs, j'ai rapidement porté une attention particulière à des traumas chez des patients qui ne passaient pas pour des traumas. Alors, je vais rentrer dans le sujet. Et puis, je me suis rapidement aperçue que 90% des femmes que je recevais TSA à mon cabinet me révélaient des violences, et en particulier des violences sexuelles, avec pas forcément des symptômes clairs de psychotrauma, d'accord ? Enfin, pour elles, puisque pour moi, c'est devenu plus limpide au fur et à mesure de ma pratique. Et des fois, des gens qui arrivaient avec des stress post-traumatiques sans savoir qu'ils avaient des stress post-traumatiques. Et tout le monde leur disait « Mais non, c'est ton autisme, c'est tes particularités, etc. etc. » Donc, pour moi, j'ai pris la mesure j'appelle ça cette catastrophe, parce que c'est quand même une catastrophe. Vous voyez, 90% des femmes TSA présentent des troubles, ont eu des violences sexuelles dans leur vie. Je vais détailler après. Hein, voilà, ça va vous faire un peu froid dans le dos. Ça y est, c'est là, froid dans le dos. Allez, c'est parti pour les chiffres horribles. On s'accroche, les filles sont plus touchées que les garçons. Mais comme disait François, qui a disparu, François, eh bien, on peut imaginer que les garçons, pour le coup, sont sous-estimés dans l'épidémiologie déjà très mince qu'on a sur ces chiffres. Alors, ainsi que les enfants. Donc les enfants, et en particulier les plus vulnérables et les plus discriminés, les personnes handicapées, les enfants handicapés, sont 4 à 6 fois plus victimes de violences sexuelles. Les personnes en grande précarité, je les ai rajoutées, ou placées en institution. Vous voyez le topo, on continue. Les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles selon l'OMS. Dans le monde, on estime à une fille sur 5, une femme sur 5, vous voyez les filles, et pas TSA, hein, population générale, un garçon sur 13 qui a subi des violences sexuelles dans leur enfance. En France, 81% des violences sexuelles ont débuté pour les victimes avant la majorité, avant 18 ans. La moitié, à peu près, des violences sexuelles avant 11 ans et 21% avant 6 ans. D'accord ? Dans la très grande majorité des cas, les agresseurs sont connus des victimes et dans la moitié des cas, ils sont membres de leur famille. OK ? Je ne vais pas vous rendre parano, mais il faut quand même faire un petit peu gaffe à ce qui se passe autour de nos enfants. Les violences sexuelles, je continue, parce que ce n'est pas fini. Si je veux en rajouter encore une petite couche, les viols sont les crimes en France qui bénéficient de la plus grande impunité, hein, d'accord, et dont les victimes sont les moins reconnues, les moins protégées, les moins prises en charge et les plus maltraitées pendant les procédures judiciaires. Super. Cocorico. 83% des victimes témoignent d'ailleurs qu'elles n'ont jamais été reconnues ni protégées quand elles ont réussi à passer le pas. Et 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l'enfance de leurs patients, je parle de professionnels de santé en général, et leur état actuel de santé mentale ou physique. Vous voyez, alors, dans l'autisme, on s'est beaucoup battu pendant des années pour la reconnaissance, les diagnostics, la prise en charge spécifique. Mais dans le psychotrauma, en fait, si j'ai pas le temps de vous faire une histoire du psychotrauma, mais en fait, le psychotrauma, ça arrive très tardivement dans la classification. Avant, un stress post-traumatique, c'était un trouble anxieux. Aujourd'hui, c'est une classification à part, avec une vraie reconnaissance. Mais en fait, bon, moi, j'ai une double casquette, vous l'avez compris, TSA, psychotrauma, et j'ai l'impression de ramer autant avec l'autisme qu'avec le psychotrauma. Voilà. Et alors, quand les deux sont réunis, vous voyez à quel point je rame encore plus. Mais bon, vous êtes là, c'est le principal.
les violences sexuelles maintenant chez les personnes TSA. Alors il y a évidemment très peu d'études, mais quand je cherche, je sais que les taux d'agression sexuelle des enfants sont le double des enfants de la population générale, et qu'il n'y a aucune preuve que ces taux d'agression sexuelle diminuent avec l'âge. C'est-à-dire qu'on peut se dire que ça va continuer. En tout cas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, heureusement, il y a une association, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, l'AFA, qui est l'association francophone de femmes autistes, qui estime que le nombre de femmes autistes, comme moi, ont subi 90% d'entre elles des violences. Donc on se rejoint. D'ailleurs, je remercie Madame Rabatel qui s'occupe de l'association de son soutien, parce qu'on s'est pas mal, on s'est un peu contacté, et c'est des gens qui font un énorme boulot. Dans les 90%, je rajoute pas trop de chiffres, 75% des femmes ne bénéficient d'aucun soin spécifique, en tout cas pour le TSA. Alors il y a une petite étude qui est sortie en France pour un congrès de l'encéphale sur 228 femmes TSA, et donc on retrouve un peu les chiffres qu'on a avec l'association et puis un petit peu dans l'épidémiologie. 88% des femmes autistes signalent une ou plusieurs violences sexuelles, quel que soit le type. Donc on rejoint les chiffres qu'on observe dans les cabinets ou que l'AFA observe. 51% des femmes déclarent avoir subi une pénétration par la contrainte suite à des mensonges ou des manipulations. 39% avoir subi des viols. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est juste qu'ils ont, dans l'étude, dissocié le fait qu'il y avait eu manipulation, mensonge, c'est-à-dire que les femmes avaient ouvert leurs portes, ou alors c'était leur conjoint ou des gens qui étaient connus, et celles qui ont subi des viols, de violences dans la rue, dans le train, je ne vous fais pas le tableau de ce que j'écoute au quotidien. Alors, vous le savez, bien sûr, il y a des facteurs de risque et de vulnérabilité chez les personnes TSA. En raison de leur isolement social, on sait que les personnes autistes vont moins porter plainte, vont moins signaler des abus, et d'ailleurs, des fois même ne reconnaissent pas qu'elles ont vécu des abus. C'est quand on en discute pendant les psychothérapies que moi, je leur dis, ça, par exemple, c'est un abus sexuel. C'est une violence sexuelle, c'est un viol. Quelqu'un qui rentre chez vous le soir, que vous avez rencontré sur les quais de Rouen, et qui vous suit jusqu'à l'appartement, et qui a un rapport sexuel avec vous, et qui part une heure après, sans consentement, c'est un viol. Ah bon, etc. Enfin, on est quand même parfois obligé d'expliquer aux victimes. Ces patients sont particulièrement, bien sûr, vulnérables à l'intimidation, évidemment. Donc, elles sont des cibles. Elles sont plus exposées aussi à des événements traumatiques. D'accord, ça on le sait, les TSA, c'est... Et les symptômes du stress post-traumatique peuvent à la fois être masqués par des manifestations cliniques du TSA. Ça, je vais y revenir un petit peu après. Il n'y a pas grand-chose là-dessus dans la littérature. Et du coup, quand, après une agression, elles vont chez le médecin, ou voilà, mais qu'évidemment, il n'y a pas forcément verbalisation que c'était une agression sexuelle, en fait, les symptômes sont tellement diffus que les médecins ne s'attardent pas forcément... Enfin, je dis les médecins, ou les psychologues, bien sûr, ne s'attardent pas forcément sur les signes cliniques. D'accord ? Et alors, les personnes autistes sont facilement manipulables, je vous l'ai dit, et les délinquants sexuels ont bien compris qu'elles étaient des proies. D'accord ? Ça, c'est clair. Les femmes autistes sont des proies pour les agresseurs sexuels. Vous savez bien, les personnes TSA ont du mal à décrypter les sous-entendus, les menaces, et donc forcément à se protéger. Et puis, il y a un grand souci en France, c'est qu'il n'y a pas ou peu de prévention pour les femmes TSA, en tout cas, pas ou peu de prévention adaptée à la compréhension, en fait. Donc, il y a un énorme boulot à faire là-dessus. Alors, les principaux symptômes répertoriés par les personnes TSA qui ont subi des violences. En tout cas, moi, ce que je vois aussi au quotidien, c'est 6 mois après l'agression. Alors, pourquoi je mets 6 mois ? C'est parce que pour consolider un stress post-traumatique, on attend en général 6 mois. Vous savez, de 3 jours à 30 jours, on appelle ça une période de stress aigu, où on peut avoir des symptômes très importants de ce qu'on appelle stress aigu. Et puis, au-delà de 30 jours, on peut développer un stress post-traumatique. À 6 mois, il est consolidé.
Donc les personnes interrogées font principalement état, alors vous allez voir comment c'est compliqué de différencier TSA, symptômes de TSA et stress post-traumatique, des troubles du sommeil, ok, un dégoût pour le sexe, je ne reviens pas sur ce qu'a dit François, mais vous voyez, on ne sait pas trop dégoût pour le sexe, ça veut dire ce que ça veut dire exactement, des automutilations, ok, une prise de poids, de la consommation excessive de drogue ou d'alcool, et des tentatives de suicide. Donc on arrive à des situations extrêmement critiques, mais si vous dites que vous êtes TSA et que vous avez ces symptômes-là, on va vous dire c'est votre TSA, on va vous donner de quoi dormir, on va vous faites de la thérapie sensorielle pour vos automutilations, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas simple. Et les symptômes, évidemment, ces symptômes ont un impact énorme sur la santé mentale et physique des personnes. Déjà, pour des personnes qui ne sont pas TSA, le stress post-traumatique a un impact extrêmement majeur, je vais vous raconter aussi ça après, sur non seulement votre psychisme, mais aussi sur votre état physique. C'est des impacts très importants. Et bien sûr, à 6 mois, on a des apparitions de stress post-traumatique. La prévalence du stress post-traumatique chez les personnes autistes est estimée à 2 à 17% dans les chiffres actuels. On peut se dire que on est très très en dessous. Là, c'est le développement du stress post-traumatique reconnu comme tel. D'accord ? Bon, je pense que c'est un petit peu plus, mais en tout cas, ça, c'est les chiffres. Parce que, je vous l'ai déjà dit, les cliniciens ont du mal à détecter déjà les stress post-traumatiques. Voilà, et les stress post-traumatiques chez les TSA, encore plus. Alors, je veux quand même vous donner les critères de diagnostic de ce que c'est qu'aujourd'hui un stress post-traumatique dans le DSM-5, d'accord ? Parce que finalement, c'est relativement récent, cette catégorie. Enfin, donc, on y va. Donc, le premier critère primordial pour le diagnostic, c'est d'avoir été exposé directement à la mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Donc, on est dedans. Ok. La personne doit avoir été confrontée violemment à un risque vital ou à la perte de son intégrité physique ou psychique. D'accord ? Et sans moyen de fuite ni de défense, c'est extrêmement important aussi. D'autres critères vont compléter ensuite le trauma. Et on diagnostique un stress post-traumatique, je vous l'ai dit, 30 jours après un événement traumatique, quand on peut. D'accord ? Les autres critères, ils sont importants aussi, c'est la présence de plusieurs symptômes d'intrusion. Vous savez ce qu'on appelle les flashbacks, voilà, ou des pensées obsédantes. Mais alors du coup, TSA ou stress post-traumatique, ok. Des évitements, des stimulations, TSA ou stress post-traumatique. Des altérations des cognitives et de l'humeur associées, TSA ou stress post-traumatique. Et des profondes modifications de l'état de veille, de la réactivité, donc du sommeil, etc. TSA ou stress post-traumatique, d'accord ? Ok, donc le diagnostic, bien sûr, je vous l'ai dit, est porté. Si l'état de la personne est cliniquement significatif en termes de souffrance et si ça dure depuis plus d'1 mois. Alors, je vous le redis, hein, le viol est un traumatisme majeur, une atteinte à la dignité et à l'intégrité corporelle et sexuelle. Les violences sexuelles font partie, avec les tortures, des pires traumas. Et la quasi-totalité des enfants, par exemple, qui vont avoir été victimes de viol, vont développer des troubles graves à court, moyen et long terme, quel que soit leur environnement, leur âge, etc. Si les troubles ne sont pas traités, ne sont pas diagnostiqués, ils sont à l'origine de graves conséquences. Je passe vite là-dessus, je vous lirai ce que je voudrais vous parler de comment je traite les traumas, qui ne me reste pas beaucoup de temps. Des impacts très très forts sur la santé mentale, je vous l'ai dit, des impacts très très forts sur la santé physique avec de nombreuses pathologies somatiques associées, diabète, troubles cardiovasculaires, immunitaires, endocriniens, digestifs, évidemment MST, infections au sens large, qui sont liées à la non prise en considération des violences et en particulier des stress qui en découlent. D'accord ? Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est que quand une personne a subi un psychotrauma, elle a 70% de risque de plus qu'une autre personne de revivre des psychotraumas. Donc, quand il y en a un, il faut tout de suite agir pour protéger les personnes et leur apprendre, déjà, les aider si elles ont des symptômes et leur apprendre ensuite à se
défendre. D'accord ? Ensuite, ce qui est important, c'est que de toute façon, il y aura une aggravation de la situation, qui est déjà, la personne autiste, elle est déjà dans une situation d'inégalité, de discrimination. On en est encore là, vous êtes d'accord, hein ? Donc le jour où je dirai plus ça, voilà. Et ça ne va faire que renforcer, en fait, les violences sexuelles en particulier, vont renforcer encore plus ces particularités et ce que vivent les personnes dans leur vie de tous les jours. Merde, ça marche plus. C'est à cause du temps, non ? Il me laisse parler, oui. Alors, ok, je vous ai dit, c'est pas simple de faire du diagnostic. Donc, effectivement, les symptômes de stress post-traumatique, retrait social, hypervigilance, troubles cognitifs, hyperactivité émotionnelle, c'est un peu les symptômes qu'on peut observer dans, encore une fois, les troubles du stress aigu ou les troubles du stress post-traumatique. Et que, je vous disais, bien souvent, on nous dit, de toute façon, le souci, c'est pas les traumas, c'est l'autisme. D'accord ? Donc, de toute façon, les personnes autistes, elles ont tout un tas de troubles, etc. Alors, oui et non. Donc, il y a quand même un chevauchement et des points communs entre les deux pathologies. Alors, il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais on sait que des symptômes de TSA peuvent ressembler, je vous l'ai dit, à des symptômes de stress post-traumatique. Je vous laisse regarder la diapo, elle sera sur le site également. Donc notamment des jeux répétitifs, des difficultés de communication, des difficultés de régulation émotionnelle, bien sûr des difficultés somatiques comme le sommeil, etc. Et tout ça, ça se chevauche un peu, ces critères. Je vous ai mis un autre petit tableau aussi que vous retrouverez entre TSA et stress post-traumatique. Donc on va retrouver, pareil, un caractère répétitif chez les personnes TSA, je ne fais pas le diagnostic, puis chez les personnes traumatisées, on a des jeux répétitifs, des thématiques récurrentes, des réactions physiologiques qui sont marquées quand il y a des stimulations externes, etc. Bon. Donc, je sais que ce n'est pas simple et qu'il faut former le personnel de santé à faire la différence et surtout à bien traiter les personnes avec TSA. Je prends quelques minutes pour parler de comment on va adapter les protocoles EMDR aux patients de TSA quand c'est nécessaire. Encore une fois, c'est quand c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des personnes qui suivent le protocole à la lettre et d'autres avec qui il faut faire des adaptations. C'est ça, c'est normal. Une relation thérapeutique est extrêmement importante. On ne peut pas commencer à traiter des patients traumatisés et des personnes TSA, mais tout le monde, hein, d'accord. Enfin, moi, j'ai du mal à faire la différence, mais voilà. Voilà, en ayant une relation très forte, ça veut dire que il faut que les gens soient accrochés quand même à leur thérapeute, qui est une relation de confiance solide. Voilà, c'est la relation thérapeutique, ça me paraît déjà la clé d'un début de traitement, puisque on va aller vers des moments un peu compliqués, un peu difficiles, où on va revivre des événements traumatiques dans le MDR, et donc faut quand même être un petit peu en sécurité. Et puis, il faut adapter bien souvent quand même le système de communication, d'accord ? Donc, on n'est pas obligé de beaucoup blablater en EMDR. Les patients peuvent dessiner, écrire avant les séances, et on n'est pas obligé de faire parler les gens en disant « mais racontez-moi », etc. D'accord ? On peut lire et préparer les protocoles par écrit. Moi, je fais plein de trucs avec ça. On peut utiliser un tableau blanc si les gens ne veulent pas dire en direct. Ils peuvent mettre des notes, etc. On peut adapter la façon dont on va communiquer pendant la thérapie. Et puis, on va établir des horaires de séance prévisibles, avec pas de retard dans la salle d'attente, des endroits adaptés, avec pas trop de lumière. Enfin, voilà, on adapte. Il faut vraiment que les bureaux soient... voilà. Un espace de prévisibilité et de sécurité. Évidemment, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de surcharge sensorielle, d'accord ? Je vous laisse, vous savez ça. Et alors, donc, un petit point quand même. Donc, en EMDR, pour ceux qui connaissent ou pas, on utilise ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternatives, des SBA, d'accord ? Donc, c'est ces fameux mouvements des yeux qu'on fait faire aux patients avec notre main. Voilà, vous voulez le faire ? Non, parce qu'on ne sait jamais. Et... mais les personnes TSA, des fois, elles n'aiment pas les mouvements oculaires. Donc, il n'y a pas de souci.
On a plein de choses en EMDR dans notre boîte à outils. On peut faire des tapotements. Toutes les stimulations bilatérales alternatives vont aider sur les épaules, sur les cuisses, sur les genoux. Ça dépend. Tout seul, quand les personnes ne veulent pas qu'on les touche, il n'y a aucun problème. Les stimulations fonctionnent bien. On a aussi des vibreurs, des barres visuelles, des sons. Donc, c'est les gens qui choisissent, en fait, qu'est-ce qui est le plus adapté à leur modalité sensorielle, à leur profil sensoriel et à ce qu'ils peuvent supporter. OK ? Alors, le MDR, plusieurs phases. Je vous fais carrément le topo sur le MDR. 2 minutes, c'est pas tellement possible. Si, on verra. La phase 1 dans le MDR, c'est ce qu'on appelle le plan de traitement. Je vais vite. Bonjour, venez me voir pourquoi. On discute un peu, enfin on discute beaucoup. Et puis, on explique le modèle EMDR. Et puis, on va travailler à fixer ce qu'on appelle, nous, un plan de ciblage, c'est-à-dire les cibles traumatiques passé, présent et futur avec la personne. Ensuite, on va passer à une phase, là, je vais très très vite, de préparation. Et cette phase de préparation, elle va être très importante puisque c'est ce qu'on appelle la phase de ressources ou de stabilisation pour nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'en EMDR, il peut y avoir un petit peu d'abréaction, de sortie de fenêtre de tolérance. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon. Donc, on va faire attention à ce que les personnes aient des ressources d'autorégulation et on y passe énormément de temps. On ne démarre pas un traitement en EMDR quand on n'est pas sûr et certain que la personne est capable de se stabiliser seule ou avec notre aide, pas de souci, on est là pour ça. Mais du coup, on va proposer des trucs en EMDR qui sont très connus, qui s'appellent le lieu sûr, le contenant, mais on fait aussi de la relaxation, on fait de la cohérence cardiaque, on explique beaucoup aux patients ce qui va se passer. On fait énormément de psychoéducation. Voilà, par exemple, quand les personnes ne peuvent pas verbaliser leur lieu sûr, on leur fait dessiner. Et on leur dit même, vous pouvez le dessiner chez vous, revenir après. Là, c'est vraiment... il n'y a aucun problème. Et puis les contenants, vous voyez, les contenants, c'est les endroits où on va foutre les trucs qui sont hyper négatifs et qu'on n'a pas trop envie d'en parler là maintenant, mais on va en parler plus tard parce qu'on va faire des cibles par cible en EMDR. On ne va pas tout traiter d'un coup. Donc on dit aux gens d'inventer des contenants et de mettre dans les contenants fermés. Voilà, ça c'est des petits exemples. La phase 3 à 7, j'ai réduit, phase 3 à 7, fait 4. Elle se concentre là, cette fois-ci sur le traitement des souvenirs. Donc là, ça y est, on va être dans le retraitement. Donc je vous ai parlé des stimulations. Donc c'est là où on va cibler un souvenir et traiter le souvenir avec la personne, avec dans la thérapie EMDR la possibilité derrière de renforcer ce qu'on appelle des cognitions positives, c'est-à-dire qu'à l'issue du processus de désensibilisation et de retraitement, la personne passe de je suis nul, je suis faible ou j'ai honte à je vais bien, je suis en sécurité, etc. Donc on va renforcer la partie positive aussi. Et l'étape 8, c'est la réévaluation, quand on revoit les gens la semaine d'après, comment ça s'est passé, etc. Et on peut écrire avec les personnes TSA des scénarios sociaux pour qu'elles puissent exprimer qu'elles s'en sont sorties, etc. Alors là, je vous ai mis tout support. Alors j'ai mis des trucs que j'avais sous la main la semaine dernière, mais tout type de support sont aidants. Là, par exemple, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps avec une de mes patientes. C'est des cartes sur les émotions. Voilà, donc il y avait des émotions positives, des émotions négatives. Je vous laisse choisir les vôtres, parce que c'est pas toujours... et pour pouvoir expliquer dans le protocole quelles sont les émotions ressenties, etc. C'est vraiment des exemples. Et puis, ici, c'est ce qu'on appelle les mesures du SUD. Le SUD, chez nous, c'est le degré de perturbation des situations. Donc ça, c'est des outils, pareils, visuels, dont ont besoin les enfants comme les adultes pour dire si je suis à 0 de degré de perturbation, en général pas du tout, en début de traitement, et à 10, c'est le maximum de perturbation que je peux ressentir. Donc on cote comme ça régulièrement pendant le retraitement le niveau de perturbation. Et là, Romain est content. Avec, voilà, en conclusion, je vais vous dire, donc, avec des adaptations au TSA et une bonne connaissance des personnes TSA et de leurs symptômes, le MDR permet de guérir des traumas en général et bien sûr des violences sexuelles, physiques
Voilà. Avec le MDR, le SOD, je viens de vous le dire, le SOD, degré de perturbation, parce que je veux que vous deveniez un peu expert du truc, a diminué, les cognitions positives se renforcent, d'accord. Les résultats sont durables chez les patients. C'est rare que je revoie des patients TSA pour les mêmes souvenirs traumatiques quand ils sont traités. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres plus tard, mais en tout cas, en général, c'est plutôt durable. J'ai également noté des améliorations des caractéristiques générales de l'autisme, pas comme par hasard, de meilleures interactions sociales. Forcément, on va mieux quand on est un peu soulagé par nos traumas, hein, tout le monde d'ailleurs. Les compétences de raisonnement, l'autorégulation émotionnelle aussi est bien meilleure chez les personnes TSA. Alors je ne dis pas que le MDR guérit de l'autisme, hein, vous êtes bien d'accord, hein, mais je vous dis quand même que c'est important dans les symptômes. Les personnes autistes sont vraiment extrêmement souvent touchées par le stress post-traumatique. Et les personnes sont aussi beaucoup plus à même de faire face, et ça c'est hyper important, et c'est ça la clé, à de nouvelles menaces potentielles, puisqu'après elles savent identifier quand elles sont en situation de danger, quand elles sont en situation de menace, alors qu'avant elles ne savaient pas, quoi. D'accord ? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous ai laissé juste les coordonnées du site, mais tout le monde le sait, de EMDR France, si vous voulez en savoir plus sur le MDR. Je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à celui qui m'a formé à l'EMDR en France, qui était David Servan-Schreiber, et qui a écrit un certain nombre de bouquins absolument magnifiques sur le MDR, entre autres, et sur le traitement du cancer, etc. Un petit clin d'œil, voilà. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention.